Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, ok. Bonjour et merci. Bienvenue dans cet Insider. Ce mois-ci est consacré à la communauté d'intérêt cyberagile et on voulait vous présenter avec l'ensemble des coordinateurs des groupes de travail les livrables qui sont en production depuis maintenant un an, quasiment plus, un peu plus. Euh, on va commencer très rapidement, comme d'habitude, par les actus côté écosystème Studio des communs. Vendredi 28 mars, donc cette semaine, comme une fois par mois, on a le Cyber Breakfast. On vous invite à venir au campus échanger avec les actus du campus Cyber Bretagne. L'agenda sera assez dense. Il y a pas mal de choses à l'ordre du jour, notamment la revue du panorama des menaces. Au campus, enfin au FIC, le campus sera présent donc, du 1er au 3 avril sur le stand D7. Vous savez où vous pourrez nous trouver. Le 10 avril, en présentiel au Sky Lounge, nous avons le lancement de la méthodologie Cyber Sustainability dans le cadre de l'événement du projet Cyber for Tomorrow. Donc, c'est le lancement de la méthodologie qui est une approche qui permet de mesurer et de réduire l'empreinte carbone des mesures de cybersécurité. Et puis, toujours, vous retrouvez sur le wiki du Studio des communs, on vous a remis l'adresse ici, l'ensemble des livrables et des projets en cours. On va commencer assez rapidement parce qu'on a aujourd'hui 4 intervenants qui sont les coordinateurs de la communauté et des 3 groupes de travail sur Cyberagile, Benjamin Chaubert, Vincent Forestier, Antoine Richet et Olivier Dupuy-Duby qui est à distance et qui prendra la parole sur le dernier stream. Je te laisse, peut-être Benjamin, faire l'introduction. Bonjour à tous, Benjamin Chaubert, je suis Application Security Lead chez BNP Paribas. Je vais vous présenter un petit peu ce groupe de travail concernant la sécurité en contexte agile. Donc, au niveau de ses prémices, à l'origine, c'était un groupe d'échange dans le pétale banque assurance. Donc, on a beaucoup échangé sur les enjeux qui gravitaient autour de la sécurité et en contexte agile. Et ce qu'on a constaté, c'est que déjà, on partageait tous plus ou moins les mêmes problèmes, mais également qu'on n'avait pas forcément les mêmes niveaux de maturité sur les différentes thématiques du sujet. Par exemple, certains étaient très avancés sur les aspects organisationnels, mais absolument pas sur les aspects, on va dire, plutôt outillage et tout ce qui est enabler technologique pour supporter les process. D'autres avaient plutôt bien avancé sur la partie outils, mais n'avaient pas forcément les process ou l'orga pour venir porter les activités de sécurité. Et tout ça avec un spectre variable en fonction des entreprises. Également, un autre constat qu'on a fait, c'était que ce n'était pas un sujet qui était exclusif ou spécifique au monde de la banque et assurance. Donc, assez rapidement, on a eu la volonté d'intégrer des gens d'autres pétales. Et enfin, ça a conduit à la création d'un groupe de travail sur lequel on travaille depuis un an et demi, voire 2 ans. Pourquoi aussi longtemps? Vous pourrez le demander légitimement, tout simplement parce que le sujet est ample et on a été assez ambitieux sur sa structuration puisqu'on l'a découpé en plusieurs streams. Et pour être tout à fait franc, je pense que chacun de ces streams aurait pu être un groupe de travail en lui-même. Donc en termes d'organisation, on a un stream qui est relatif au sujet autour de la gouvernance pour dire comment on s'organise autour de la sécurité dans l'agilité, quel type d'activité il faut mettre en œuvre, quels en sont les stakeholders, comment ça s'intègre dans un SDLC, quelles sont les activités sur lesquelles il faut faire un focus, comme la gestion des vulnérabilités dans le développement ou le threat modeling. Donc on va dire que c'est toute la partie quelle activité, comment on se mesure, les KPIs and metrics. Un livrable à part entière sur cette thématique qui a mobilisé beaucoup de personnes avec une moyenne de 5 contributeurs actifs, sachant que ça a tourné auprès des gens qui ont rejoint un groupe de travail ou qui ont quitté leur entreprise et donc le GT.
On a un autre stream qui est relatif à la partie Security Champion et SMI, donc SMI AppSec. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, il y a un standard de marché quand il s'agit de faire de la sécurité en contexte agile qui est le modèle Security Champion. Donc, on a voulu avoir un stream qui était dédié pour expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise ce type de modèle opérationnel, quels en sont les challenges et quels sont un peu les pitfalls à éviter. Et enfin, donc là à peu près pareil, à peu près 5 contributeurs. Et enfin, un stream 3 qui est relatif à la partie technologie, qu'on aurait aussi pu appeler les enablers technologiques. Donc, c'est quoi les outils qui vont venir supporter les activités de sécurité que vous voulez implémenter au travers de votre modèle opérationnel et driver au travers de votre gouvernance. Donc, un sujet vaste, puisqu'on a un marché sur la sécu et notamment la sécu in-dev ou autour du view management qui est assez vaste. Sans parler de toute la partie run. Donc voilà un peu pour l'intro. Donc je vais laisser la parole aux différents leads de ces streams, puisque finalement c'est eux les plus à même de parler de chacun des sujets. Donc je vais laisser la main sur la partie Go. Bonjour à tous, Vincent Fouestier, donc je suis architecte sécurité à la Banque de France et j'ai participé donc au stream gouvernance, donc il y a un vaste sujet, donc comment on a essayé de l'aborder. Nous avons choisi de lister en fait toutes les activités de sécurité qui participent au cycle de développement logiciel sécurisé. Donc une activité de sécurité au sens large, ça peut être la définition d'un processus organisationnel, bien sûr la mise en place d'outils, la mise en place de contrôles de sécurité ou la rédaction de documents. Donc vraiment le spectre très large des activités de sécurité pendant un cycle de développement logiciel. Pour rester sur un côté concret, on les a regroupés suivant les étapes du modèle DevOps. Donc, nous avons sélectionné 5 étapes dans le modèle DevOps et on a essayé de regrouper les activités dans chacune de ces étapes-là. Et nous les avons classées selon 3 niveaux de maturité pour essayer de donner une sorte de mise en place toujours pratique de ces mesures, de ces activités de sécurité. Donc le niveau 1, ça correspond au niveau basique, on considère que c'est les activités qui doivent être mises en place en premier, qui représentent le strict minimum de la sécurité. C'est surtout des activités manuelles. Après, il y a un niveau intermédiaire, qui est la mise en place d'automatisation et la mise en place des outils de sécurité. Et le niveau 3, qui représente un petit peu l'état de l'art en matière de sécurité, qui repose souvent sous une organisation complète. Et on arrive à ce schéma-là. Donc les colonnes, ça correspond aux différentes étapes. Donc il y a l'étape conception, développement, l'étape CI/CD, donc intégration continue, déploiement continu. Donc l'étape CI empiéter un petit peu sur le développement. Et l'étape aussi qui est très importante, c'est le maintien en conditions de sécurité, c'est-à-dire après la mise en production de l'application, comment on continue à gérer son cycle de vie. Et on a toujours dans les lignes, ça représente les 3 niveaux. Vous avez les niveaux 1, 2 et 3. Et on a essayé de répartir plus ou moins ces différentes activités suivant les niveaux qui nous semblaient le plus pertinent. Et bien sûr, une fois qu'on a mis en place toutes ces activités, tous ces outils, en fait, on se retrouve avec des défauts de sécurité, des vulnérabilités dans le cas où elles sont en production. Et en fait, ces défauts de sécurité, il faut les gérer de manière transverse
durant toutes ces différentes étapes et durant le cycle agile, ainsi que les secrets. Donc en fait, le livrable contient un chapitre pour chaque étape du cycle de développement logiciel. Et donc on ne rentre pas dans le détail de la mise en place de ces activités-là, on la liste, on décrit un peu les attendus, c'est-à-dire les délivrables qui correspondent à chaque activité. Et pour donner d'un côté pratique, on a rajouté pour toutes ces étapes-là un chapitre bonne pratique. Donc c'est basé sur les retours d'expérience des différents participants pour savoir quel facilitateur ils ont pu mettre en place pour mettre en place ces différentes activités. Et le pendant, c'est les pièges à éviter, les fausses bonnes idées où en fait on a l'impression que ça peut être un plus, mais généralement on s'aperçoit après coup que ce n'était pas une si bonne idée. Et en plus de ces 5 chapitres-là qui correspondent aux étapes du cycle de développement, on a rajouté un chapitre sur la gestion des vulnérabilités. C'est un peu l'activité transverse principale. On a essayé de donner, alors c'est un domaine un petit peu complexe, une gestion un petit peu complexe, ça dépend beaucoup du processus organisationnel. Donc on a donné quelques points clés à respecter. Et aussi, la BNP avait travaillé sur le threat modeling, qui était effectivement une activité plutôt du niveau 3, donc l'état de l'art. Donc on en a profité pour partager le retour d'expérience de la BNP sur cette activité-là particulière. Voilà de mon côté pour la gouvernance. Merci. Et je vais laisser la place à Antoine pour tout ce qui est racisme et sécurité. Bonjour à tous, Antoine Richer, je travaille au sein d'Accenture, en particulier au sein du domaine cyberprotection et les sujets de sécurité applicative et DevSecOps. Alors, ce second stream sur les Security Champions et SMI AppSec. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce que sont les Security Champions et SMI, rappel de l'objectif de ce stream. Donc, c'est aider les responsables de sécurité, responsables de programmes de sécurité applicative, DevSecOps, les chefs de projet, les product owners, product managers, etc., à concevoir une organisation au niveau de leurs équipes pour répondre aux enjeux de sécurité dans les projets agiles. Donc, on se concentre bien, comme tous les autres GT, sur les contextes agiles, quelle que soit la méthodologie agile, de manière à proposer un cadre, à décliner, adapter, en fonction des besoins du contexte et de son organisation. Donc ça, c'est important, c'est un cadre qui se veut volontairement large pour pouvoir convenir à tout type d'organisation, des plus petites aux plus grandes, avec l'ensemble des activités que l'on peut retrouver avec un niveau de granularité qu'on a essayé de faire assez fin. Il y a principalement 2 livrables pour ce stream. Le premier, c'est le Vatemecum des Security Champions et SMI AppSec, donc un guide de pratique pour savoir comment décliner un modèle organisationnel autour de ces rôles-là. Donc il rappelle les raisons de l'apparition de ces rôles, Security Champion et SMI AppSec, en partant de l'intégration de la sécurité dans les projets assez classiques à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des contextes agiles, les différents enjeux qui ont pu être rencontrés et comment on a fait pour en arriver là, avec ces rôles-là, les activités typiques pour chacun de ces 2 rôles, les modèles organisationnels, parce qu'il y a des modèles, on va dire, théoriques, notamment qui sont théorisés par l'OWASP, qui existent pour le Security Champions, mais on s'est rendu compte avec plusieurs retours qu'on a pu avoir au tout début de cette communauté d'intérêt que la manière dont c'était décliné n'était pas forcément tout à fait en lien avec ce modèle théorique. Donc on a proposé, on va dire, 2 grands modèles principaux que l'on décrit au sein de ce livrable. Et puis aussi les compétences clés, si ce n'est nécessaire, au moins utiles pour chacun de ces rôles. En plus, vers la fin du livrable, on précise certains éléments de décision et de suivi, de manière en fait à convaincre, persuader des décideurs qui pourraient parrainer en fait ce genre de programme, parce que forcément, voilà, il y a besoin de parrainage, ça peut entraîner un budget certain et des prises de décision importantes par rapport aux organisations présentes dans les équipes projet. Donc on a essayé de compiler certains éléments de suivi et de décision. Les écueils possibles,
et les points de vigilance aussi pour essayer d'éviter de se casser les dents là où d'autres se sont déjà cassés les dents lors de la mise en place. Donc ça, de manière générale, ce livrable se base sur notre propre expérience, notre expertise sur le sujet, mais aussi les expériences des différents membres de la communauté d'intérêt qui nous ont répondu au travers d'un questionnaire il y a 2 ans à peu près, au tout début de la communauté d'intérêt, où on posait des questions sur les modèles de Security Champions qui étaient mis en place au sein des organisations, qu'est-ce qui avait été mis en place, comment, les écueils rencontrés, etc. Le second livrable, c'est le RACI des activités Security Champions et SMI AppSec. Donc ça, ce RACI, c'est une matrice, comme tout RACI, qui vise à être un modèle de répartition des responsabilités, donc accountable, responsible, consulted et informed, des différents rôles, non seulement Security Champions et SMI AppSec, mais aussi les autres rôles qu'on retrouve de manière classique dans une équipe produit, donc développeur, manager, chef de projet, lead tech, technical lead, etc. Les rôles aussi en lien avec les équipes cyber, sécurité opérationnelle et au-delà. Des rôles aussi un peu plus transverses d'outillage et de gestion des processus. Donc voilà, on a listé ces différents rôles au niveau des colonnes du RACI et les principales activités de sécurité, non seulement qui s'appliquent à l'échelle d'un produit, donc d'une application, mais aussi celles qui vont être plus transverses à un ensemble de produits, voire toute l'organisation correspondante selon l'organisation de l'organisation et les tailles d'organisation. La finalité plutôt de ce RACI, c'est d'être un support pour la mise en place d'un modèle opérationnel cible à base de Security Champion et SMI AppSec. Donc voilà, l'ensemble de ces livrables forme un cadre avec des modèles qui peuvent être déclinés et adaptés. On a essayé de faire le plus granulaire possible, le plus exhaustif possible pour que ça puisse convenir à tout type d'organisation. Si on regarde un petit peu, de quoi parle-t-on quand on parle de Security Champion? Alors, il faut voir le Security Champion comme un référent sécurité et un point de contact privilégié. Alors, selon le modèle organisationnel qu'on va vouloir mettre en place, comme je le mentionnais avant, on a essayé d'en identifier et d'en décrire surtout 2. Le Security Champion peut être soit une personne au sein d'une équipe produit, ou généralement un développeur expérimenté, voire même le technical lead de l'équipe produit, soit il peut être un peu plus transverse à plusieurs équipes produits. Donc on a essayé de présenter les 2 modèles, mais dans tous les cas, ça reste un référent sécurité, et le terme référent est important, c'est pas un responsable, dans le sens c'est pas lui qui va être accountable de toutes les thématiques de sécurité, de toutes les activités de sécurité, c'est vraiment un référent et un point de contact à la fois au sein de son équipe ou de ses équipes produits, mais aussi pour les équipes transverses de sécurité de l'organisation, la gouvernance de sécurité, la sécurité opérationnelle notamment. Il peut s'appuyer sur un ou plusieurs SMI AppSec, donc on peut voir à droite dans les équipes de sécurité, qui, pour le coup, le SMI va vraiment porter l'expertise sur tout ce qui va toucher à la sécurité applicative, le DevSecOps, son lien avec l'agilité. À gauche, on voit l'équipe produit, donc qui, elle, l'objectif, c'est qu'elle se concentre sur sa valeur ajoutée, les fonctionnalités du produit, les délais, la qualité, et donc par conséquent aussi la sécurité. Et donc le Security Champion, au milieu de tout ça, il va interagir avec ses parties prenantes et être au milieu de la conception, du développement, l'exploitation et la maintenance pour son produit, afin d'organiser la gestion des activités de sécurité, favoriser la montée en compétence des autres parties prenantes, notamment des développeurs sur le sujet de la sécurité, améliorer le pipeline produit, permettre la fluidité des processus et des outils. Côté plutôt équipe de sécurité, là pour le coup, il est le point de contact en cas de problématiques de sécurité, d'incidents par exemple, où il travaille de concert avec le SOC. Il travaille aussi à assurer la conformité de la sécurité de son produit par rapport aux politiques et directives de l'organisation. Et bien entendu, il peut quérir de l'aide auprès du ou des SMI AppSec qui viennent lui apporter assistance et soutien, notamment technique. Donc voilà le principe en fait qui décrit les rôles de Security Champion et SMI AppSec. Et très rapidement, on voulait vous présenter 2 extraits du dit RACI, donc le second livrable, avec ce premier extrait qui présente les activités dans le périmètre d'un seul produit. Donc là, la couleur des activités, c'est la couleur verte, on verra une autre couleur après pour l'ensemble des produits. Donc là, on est sur le périmètre d'un seul produit et on a défini des sous-ensembles d'activités qui correspondent globalement aux étapes du SDLC, donc de la conception à la maintenance, en passant par le développement, la construction, l'intégration, les tests, etc.
Dans chaque sous-ensemble, il y a une liste d'activités. Donc, généralement, pour ces activités-là, puisqu'on est au niveau d'un seul produit, ça va généralement être les membres de l'équipe produit, ou plutôt les rôles impliqués dans l'équipe produit qui vont être en A et R, donc accountable et responsible, alors que les équipes plutôt de cybersécurité, processus et outils vont être plutôt en consulted informed. Donc voilà, et donc on voit bien ces rôles au niveau des colonnes. Donc, équipe produit, équipe de cybersécurité, processus et outils, avec pour chaque un ensemble de rôles qui sont proposés. On parle bien de rôles et pas de profils, dans le sens où une seule et même personne peut bien cumuler 2 rôles, être par exemple technical lead de son projet et aussi security champion. Donc voilà, on a vraiment voulu faire cette précision-là pour faire comprendre que pour une seule et même activité, une personne peut être identifiée dans 2 rôles. Et enfin, pour faciliter la grille de lecture de ce RACI, on a mis juste une lettre à chaque fois au niveau des intersections entre les rôles et les activités, de manière à ce que, il n'y ait pas trop de lettres en fait, et que ça ne gâche pas la lisibilité, et aussi en gardant comme principe de base que quand on va avoir une responsabilité supérieure, on peut très bien aussi avoir une responsabilité inférieure sur cette même activité. Par exemple, quand on est A sur une activité, donc accountable, on peut très bien aussi être responsible, mais on a juste mis la lettre A pour pouvoir montrer la responsabilité la plus engageante sur cette activité. Ainsi, quand on regarde, si je prends par exemple l'activité d'implémenter les mesures de sécurité, qui est dans l'étape SDLC, développement sécurisé, on peut voir que le technical lead, on le considère comme accountable, dans le sens où c'est lui qui va être responsable, accountable, de l'implémentation des mesures qui auront été définies au préalable. Néanmoins, le technical lead, c'est souvent un développeur, il fait du développement pour son projet. Il peut très bien aussi être en R, réaliser vraiment l'implémentation de certaines mesures. Donc voilà pour la grille de lecture concernant ce RACI. Là, vous voyez juste un extrait de certaines activités, donc plutôt vert, dans le périmètre d'un seul produit. Et là, vous voyez un second extrait, donc d'activités bleues, c'est-à-dire dans le périmètre de plusieurs produits, voire de l'ensemble de l'organisation. Et donc là, pour le coup, comme je le mentionnais avant, c'est plutôt les équipes de cybersécurité transverses à l'organisation, les équipes, on va dire, de processus et outils. On a fait cette distinction parce que selon les organisations, ce n'est pas forcément les équipes de cyber qui gèrent tous les processus et outils non plus. Donc on a fait cette distinction, mais voilà. Dans tous les cas, c'est ces 2 équipes-là qui vont être plutôt en A et R, donc en accountable et en responsible, donc qui vont faire et qui vont prendre des engagements sur ces activités transverses, tandis que les équipes produits vont être consultées, informées, de manière générale plutôt par rapport à ce genre d'activité. Et donc là, les activités, ça va de l'élaboration de la stratégie de sécurité au contrôle et la validation, en passant aussi par l'implémentation de cette stratégie. Voilà pour ma part sur le stream Security Champions et SMI. Et ensuite, je vous propose de passer au stream technologie. À distance. Bonjour à tous. Olivier Dupuis-Duby, je travaille chez IBM Consulting, Cybersecurity Services, et j'accompagne nos clients dans ces problématiques sur la sécurité en mode agile et DevSecOps. Donc, sur ce 3e stream technologie, on s'est donné comme objectif dans ce groupe de travail d'établir une cartographie des technologies qui sont d'intérêt sur le sujet, donc qui vont venir supporter ce qui est mis en évidence dans les 2 autres streams qui viennent d'être présentés. D'une part le SSDLC et d'autre part l'organisation et notamment les security champions. Donc c'est de savoir aujourd'hui dans les outillages qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui vient supporter ces approches-là et comment on va pouvoir aider ces personnes-là, ces security champions, à venir travailler dans le modèle agile. Donc on commence par une présentation de l'ensemble des outillages. Donc il y a énormément de choses et d'acronymes. Donc il y a déjà tout un travail qui permet de défricher un petit peu le terrain et d'expliciter comment se positionnent ces différentes technologies les unes par rapport aux autres. Alors il y a quelques acronymes ici pour illustrer le sujet. On parle bien de l'analyse statique, de l'analyse des dépendances open source avec le SCA, les analyses dynamiques, d'autres systèmes de protection tels que le RASP. Et on en fait comme ça un inventaire avec une description qui permet déjà au lecteur de s'approprier le sujet et de comprendre les tenants, les aboutissants et les différentes interactions qui peuvent exister entre ces technologies. On a voulu, dans cette cartographie-là, commencer à initier une forme d'architecture de référence.
Dire ces outils-là vont interagir les uns avec les autres. Il y a des outils qui vont apporter de la détection dans les cycles de vie, de la visibilité sur les vulnérabilités. On a d'autres outils qui vont venir consolider et enrichir ces vulnérabilités et présenter un certain nombre de tableaux de bord. Donc on a dans cette cartographie-là organisé et positionné les différentes technologies en fonction de leur intégration possible pour présenter cette picture et qu'un lecteur, une organisation qui s'intéresse sur le sujet, puisse se projeter sur cette architecture pour définir comment elle va pouvoir l'adapter dans son contexte qui lui est propre et quelle priorité elle va donner sur tel ou tel élément. Dans un deuxième temps, le deuxième objectif que l'on s'est donné, c'est de fournir un maximum d'informations, des orientations, pour accompagner le choix des organisations qui vont lire ce document dans le choix de ces outils-là, parce que sur chacune des technologies, que ce soit sur le SaaS, le SCA, etc., il y a plusieurs outils sur le marché qui ne sont pas forcément tous équivalents. Et donc, on a voulu donner un maximum d'éléments de décision, de points d'attention, de choses qui marchent, de choses qui marchent moins bien, pour accompagner ces lecteurs, ces décideurs dans leur choix et dans leur transformation. Donc pour ça, on s'est ancré sur le terrain, on a commencé et on a travaillé par interview dans les membres du groupe d'intérêt sur le sujet pour avoir des retours d'expérience réels dans les entreprises des implémentations de ces outils-là, ce qui s'était bien passé, les retours qui ont été bons. Et puis éventuellement les difficultés qui ont été rencontrées pour ramener quelque part, donner du concret et dépasser ce qu'on peut lire à droite à gauche sur Internet. Donc avoir quelque chose qui corresponde à la réalité du terrain dans des entreprises en France et des entreprises qui sont participantes. On a aussi rencontré des éditeurs logiciels pour avoir leur avis. Donc on en a rencontré quelques-uns, tout en sachant que on s'est voulu évidemment totalement agnostique par rapport à un éditeur, par rapport à un autre. Donc, notre document ne va pas donner un conseil de s'orienter vers tel ou tel éditeur. Ça, c'est à chaque organisation de faire ses choix en fonction de son contexte et en fonction ensuite des discussions qu'elle peut avoir avec ses éditeurs dans un appel d'offres ou autre. Nous, on va se positionner beaucoup plus en amont dans ce cycle de décision en donnant déjà ces orientations et des priorités sur les différentes technologies à considérer. Donc, ça permettra à une organisation de décider de mettre son effort plutôt sur une technologie que sur une autre, ou en tout cas avec certaines priorités. Et puis ensuite de donner ces clés de lecture, ces points d'attention qui permettront à l'organisation de rentrer dans une discussion plus avancée avec un ou plusieurs éditeurs et de faire des choix avisés et qui conviennent à son organisation. Donc on apporte ces éléments-là dans cette optique-là d'aider le lecteur à prioriser sa montée en maturité technologique. Alors, elle est évidemment complètement synchronisée, et il faut qu'elle soit complètement synchronisée avec la stratégie de montée en maturité sur l'ensemble de l'activité de l'organisation. On l'a vu dans le stream gouvernance, il y a différents niveaux de maturité sur chacun des activités, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc là, les outils vont venir supporter, bien évidemment, cette montée en maturité-là. Donc il faudra choisir les bons outils en fonction des priorités en matière d'activité et que l'on souhaite réaliser dans le cycle de vie applicatif et de l'organisation que l'on veut mettre en place. Sur une deuxième slide, je vous présente ici la première version, une première vision. Alors c'est toujours un travail qui est en cours sur cette architecture de référence avec les différentes technologies et leur positionnement. Donc on retrouve au centre une sorte de forme de cycle de vie avec une brique en bleu clair sur le design, puis en plein centre le security testing et enfin à droite sur le run. Là, on est sur le cycle de vie applicatif avec des technologies qui vont venir accompagner les équipes, les security champions dans ces activités en amont du cycle de vie des applications, donc avec des outils qui permettent de travailler sur le threat modeling, cette brique bleu foncé.
Énormément de technologies et d'outils qui vont tourner autour du test, donc de test des applications, des containers sous-jacents qui sont très prégnants dans ces cycles agiles, avec toute la partie sur les tests statiques, sur le SAST, le SCA, la sécurité des dépendances open source. Un volet sur les tests plus dynamiques, on va venir tester des applications en cours d'exécution avec évidemment le DAST, mais aussi l'IAST et puis d'autres technologies spécifiques à certains cas. Et puis un volet sur la sécurité des containers. Et puis enfin, on décrit dans la partie Run les technologies qui vont revenir compléter la protection des applications pendant leur phase d'exécution. Donc on y retrouve le RASP et évidemment les firewalls applicatifs. En parallèle de ça, on a ces 3 autres briques, là, 2 briques en haut, une brique en bas. Donc une brique sur la gestion des compétences et des connaissances, parce que ça c'est important dans ces organisations sécurité champion, de pouvoir fluidifier la compétence. Donc il y a des technologies qui permettent de venir outiller ça, donc on vient d'écrire dans ce volet-là. La brique autour de la gouvernance avec la gestion des vulnérabilités et la gestion, l'orientation via les risques pour la sécurité des applications dans le cycle de vie. Donc on va y retrouver la SOC, le RBVM, donc le Risk Based Vulnerability Management, avec toutes les briques de reporting. Et enfin, tout en bas, des briques plutôt sur l'infrastructure. On a dans notre cartographie des briques technologiques que l'on a voulu décrire parce qu'elles sont au cœur du sujet. Donc elles font 100% partie de notre travail et de notre livrable. Il y a par contre certaines briques qui sont en adhérence, mais qui ne font pas pleinement partie du sujet. Donc c'est ce qu'on a appelé les enablers. Donc ce sont des briques technologiques qui sont nécessaires d'avoir dans l'écosystème, qui vont rentrer en interaction dans le cadre de notre architecture de référence. On va avoir des interactions avec ces outils-là, il va y en avoir besoin dans l'entreprise, mais pour autant, ce n'était pas vraiment le sujet de notre GT de rentrer dans le détail sur ces briques-là. Donc c'est les briques qu'on présente plutôt en couleur violette, qui sont en interaction, en adhérence, mais pour lesquelles on n'est pas rentré dans le détail, on n'a pas fait ce travail de collecte d'expérience et de description détaillée. Voilà, donc après, le livrable prend chapitre par chapitre, technologie par technologie, avec un chapitre, avec une description détaillée, les points forts, les points clés, les points d'attention, et adresse pour certaines technologies des questionnements qu'on a retrouvés dans les entreprises qui sont membres du GT. Il se pose des questions. Par exemple, il y a une grande question qui s'est posée dans l'année et demie de travail que l'on a mené, c'est quelle est la différence et qu'est-ce qui fait qu'on devrait faire un choix plutôt entre une analyse statique SAST ou une analyse interactive IAST. Les deux peuvent avoir une sorte de recoupement, en tout cas produire des résultats qui sont assez comparables d'un point de vue fonctionnel. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Donc on a travaillé ce sujet-là et donc on a un chapitre particulier sur cette question, SAST ou IAST, quels sont les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment et dans quel cas on recommanderait plutôt de s'orienter vers du SAST et dans quel cas on recommanderait plutôt de s'orienter vers du IAST, voire vers les deux solutions. Donc on a comme ça quelques sujets clés dans cette cartographie avec de l'apport de valeur sur ces questionnements qui peuvent se présenter dans les organisations. Ce travail sur cette cartographie, donc en conclusion, donc, il est bien avancé, on l'a vu, on estime qu'on est proche de 80-90% d'avancement. On va pouvoir sortir une première version de ce livrable. En revanche, ce que l'on a remarqué dans cette année et demie de travaux, c'est que les sujets évoluent quelque part peut-être même à la même vitesse ou plus vite que ce qu'on est capable, nous, de travailler. Donc, quelque part, ce livrable, il est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de choses que l'on avait écrites au début de nos travaux, qu'on a été plus récemment amené à refondre, à compléter, à revoir et à corriger.
Ce pour 2 choses, parce que déjà, ça évolue sur le marché, les éditeurs sont dynamiques, hein, ils apportent de nouvelles technologies. On voit depuis assez récemment beaucoup d'apports avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai sujet dans chacune des briques. C'est en quoi l'intelligence artificielle vient transformer chacune de ces technologies-là. Donc il faut intégrer au fur et à mesure, faire évoluer notre point de vue sur chaque technologie pour intégrer les nouvelles évolutions. On a aussi des évolutions du marché plus global avec des regroupements de technologies. On voit des choses apparaître avec le Synapse par exemple, où ça vient regrouper plusieurs technologies de notre cartographie. Donc ça mérite aussi qu'on y travaille et qu'on apporte une vision et expliciter ce que c'est, ce que ça apporte, comment ça se positionne par rapport à des choses plus traditionnelles et comment les organisations pourraient se projeter sur ces nouvelles technologies-là. Et puis enfin, troisième axe d'évolution, c'est l'expérience qu'on peut en retirer du terrain. On a dans notre phase d'études et de retour d'expérience et d'interview des différents participants du GT, il y a beaucoup de briques technologiques sur lesquelles on n'a pas trouvé d'entreprise qui avait déjà suffisamment de vécu pour qu'on puisse en tirer quelque chose d'intéressant et d'exploitable et de généralisable pour notre groupe de travail. Et ça, évidemment, ça évolue aussi. Il y a de plus en plus au fur et à mesure du temps d'entreprises qui expérimentent, voire qui implémentent certaines technologies et qui peuvent faire des retours d'expérience qui seraient utiles pour venir agrémenter notre livrable. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, dans le cadre de ce travail-là, in fine, à un moment donné, de livrer quelque chose, de livrer une première version. Par contre, on ne se fait pas d'illusions, c'est pas quelque chose qui va rester pérenne dans le temps. C'est un document qui va vieillir assez vite et il faudra vraisemblablement poursuivre cet effort cet effort d'alimentation pour le maintenir au goût du jour et lui apporter tout ce qu'on peut y apporter en matière d'innovation et de nouvelles pratiques. Voilà pour cette partie technologie. Merci Vincent. Olivier, pardon. Les prochaines étapes, alors vous avez vu sur les trois livrables, on est à très peu de la finalisation et du coup de la sortie des livrables. Donc ça devrait arriver, je tourne vers les coordinateurs, mais dans les semaines qui viennent, en tout cas au printemps. Donc vous serez bien évidemment tenu au courant de la mise à disposition de ces livrables en tant que commun. Vous savez vers qui vous tournez si des questions vous viennent par la suite. On est toujours à disposition et on transmettra à l'ensemble des coordinateurs et de la communauté d'intérêt s'il y a des points sur lesquels vous voulez aller plus loin ou si vous voulez des précisions. Et puis merci à tous et toutes d'avoir assisté à cet Insider ce matin. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.